IA générative. Donc, pourquoi le low-code va commencer à être dopé à l'IA? alors, moi-même, le vrai sujet, c'est de Il y a le rebondir. nouvel OPO. C'est ça. Ouais. Mais c'est plutôt même rebondir sur quelque chose qui, dans les milieux autorisés, cette semaine, a beaucoup buzzé, beaucoup d'articles et de vidéos. C'est les développeurs vont être remplacés par de l'IA. La presse grand public a adoré en parler cette semaine. C'est la fin des développeurs. Voilà. Et du coup, en effet, donc le lien, la vraie définition, c'est la montée en puissance d'une IA générative. Qu'est-ce qu'une IA générative? Une IA générative, pas donner la vraie définition, donc je m'excuse, je vais la vulgariser dans le contexte qui nous intéresse. C'est une IA va générer une réponse à un besoin qui sera un logiciel. Voilà, c'est ça, voilà, c'est très vulgarisé. Si on parle de la partie code. Voilà, on la vulgarise beaucoup parce que il y a ChatGPT, tu vois, voilà. Mais globalement, je veux juste dire là, on va parler dans le cas logiciel, répondre à un besoin par, en fait, il y a un besoin et je génère une solution et là en l'occurrence sous forme, voilà, qui est du code. Les trois grands usages qu'on va retrouver, donc génération de logiciels, c'est la plus évidente. Un deuxième qui est audit et révision et correction de code. Et la troisième qui est l'assistance à la production du logiciel et pas la faire à ta place. Aujourd'hui, c'est quoi l'état des lieux très vite? La génération de logiciels, bon, c'est discutable. Il y a des cas, on trouve des cas magiques où ça marche. Globalement, c'est pas tip top, il manque un peu de contexte. On n'est pas sur du pro-dev. L'impact, par contre, audit et révision de code, là, il est top. Là, il est vraiment très intéressant parce que bête et méchant, je prends des normes et je les applique sur l'intégralité de tout. Il fait la moulinette. Ce qui résout un des grands problèmes du low-code, c'est souvent la personne qui n'est pas codeur, qui va faire une super app, mais très complexe, qui à un moment va te faire de la suggestion un plat de spaghetti quand tu passes derrière. derrière. Le mot codeur. Et voilà, et va surtout te faire de la une deuxième fois. de la suggestion de correction. Parce que des outils d'audit, moi j'en utilisais jadis, il y en avait, mais là en plus tu as des vraies suggestions pertinentes. Et donc sur ces 3 points, voilà, on sait que ça marche pas top sur la génération de logiciels, que c'est efficace sur la partie audit et révision. Et l'assistance à production, qu'est-ce que j'appelle là où c'est devenu intéressant. Vous êtes face à une nouvelle technologie, à un nouveau besoin, à une techno que vous connaissez moins bien. On a eu le cas, nous, d'ailleurs, cette semaine au boulot. On va, avant de commencer même à éplucher la doc, par exemple, on va demander à cette IA de nous faire le proof of concept. Alors, bien sûr, donc on est d'accord que ça fait pas exactement ce qu'on veut, etc. Mais on fait, fais-moi le proof of concept de mon idée. Ça te met la logique. Et du coup, tu fais, OK, il a été analysé toute la doc, il m'a généré un bout de code qui est très loin de ce dont j'ai besoin. Mais déjà, il m'a fait gagner un 3 monstres parce qu'il m'a initialisé tout le départ. Et ça, c'est intéressant. C'est un starter kit. Voilà. Et c'est là, du coup, finalement, en quoi c'est une révolution? Où est-ce qu'on va? Donc, oui, dans le low-code. Parce que là, on va venir dans le low-code, le low-code, no-code. Là, c'est intéressant. C'était la question que j'allais évoquer. C'est est-ce qu'on va vers le no-code peut-être grâce aux IA génératives? C'est ça, justement. Aujourd'hui, c'est l'idée. C'est en quoi c'est une révolution potentielle pour le low-code, low-code. C'est ça. C'est qu'en fait, on va exprimer un besoin et avoir le début. Et c'est ça que j'insiste, le début. Et c'est la révolution où elle est. C'est qu'on avait déjà des choses qui nous généraient du code, des widgets, des trucs préfaits, des templates. Et là, c'est ce côté langage naturel. Par exemple, même dans le no-code, on avait la capacité à, pardon pour le soi-disant, exprimer un besoin et obtenir une application low-code. Sauf qu'en fait, il fallait, ma critique pour ceux qui me suivent, c'était, alors attention, il fallait dire, alors, je souhaite concevoir une liste d'informations provenant de telle source de données. Ok. Tu penses pas comme ça, tu parles pas comme ça. Alors, à la limite, nous, entre nous, oui, tu parles un peu comme ça. Mais le citizen dev ne parle pas comme ça, donc c'était, pour moi, pas top. Là, le langage naturel va être capable de prendre l'expression de besoin d'un non-informaticien et d'initialiser le projet. Alors, la promesse publique, c'est il va vous faire le projet. Moi, je préfère temporiser en disant il l'initialise. Et du coup, ça a permis de passer cette frontière. Et on a 3 objectifs qui vont être atteints sur le low-code. C'est pour ça que moi, je me concentre sur le low-code là-dessus. Parce que le low-code, il ne faut pas oublier qu'il faut que ça soit accessible, il faut que ce soit adopté et que ça soit un vrai gain de temps et un apport qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises sont face à des centaines de millions, il y a plus de 700 millions d'applications qui vont arriver dans les quelques années qui arrivent, et personne n'a la force de frappe pour les faire. Le low-code, c'est aider en impliquant le business. Déporter cette charge et sur des outils de productivité. Et ça va emmener vers la logique de fusion team, c'est-à-dire d'avoir des gens business, métiers, qui s'occupent du front et de la partie simple, et donc ça va les aider, et garder le complexe pour les pro-dev. Donc non, ce n'est pas la fin du pro-dev pour moi, c'est vraiment leur donner accès. Et pour les pro-dev en eux-mêmes,
Ben, il ne faut pas oublier qu'aussi, ça permet de tenter des choses. En tout cas, là, on est plutôt sur de l'espoir et du court terme. L'initialisation sur les projets complexes et techniques. Parce qu'aujourd'hui, sur les projets très techniques, le socle et les bonnes pratiques, les normes, il y en a énormément à respecter. Donc, tu peux aussi dire, voilà, on peut s'imaginer, ça, on l'a pas faire bien encore, ça peut être un futur à court terme de se dire, quand on a un projet très technique, multitechnologique, etc., mets-moi le socle technique en respectant telle norme, telle norme, telle norme, et là, ensuite, on y va. Donc, on peut le voir aussi, ça. Mais ça, on ne l'a pas encore. On pourrait imaginer demain que le code d'entreprise soit paramétré selon des templates de gouvernance établis, et que finalement, tu puisses jouer dans un cadre maîtrisé. Mais on n'y est pas encore. Et pour moi, il y a 2 challenges qui restent. Il y en a un. Aujourd'hui, ces IA génératifs sont cloud et se basent de ce qui existe un peu partout, plus du contexte qu'on leur donne. Se pose un début de souci qu'on a vu apparaître, la propriété intellectuelle du code généré. Parce que si elle tombe sur des exemples ou des codes sources sur le net, même en libre, tout le mot, par exemple, même le mot open source n'est pas forcément compris par tout le monde. Tout l'open source ne veut pas dire que tu as le droit de le réutiliser chez toi, par exemple. Etc. Donc, il va y avoir et même vu qu'elles vont apprendre des choses. Ça, je pense qu'on va rapidement y arriver parce que c'est une attente du marché, des gouvernements, et on voit que ça va être tranché. Même une IA, elle apprend en permanence. Et donc, vu qu'elle va apprendre des choses en faisant ton code, ce qu'elle a appris grâce à toi devient propriété. C'est d'ailleurs une des promesses de Microsoft et d'Azure de dire aujourd'hui, si tu prends leur version d'OpenAI, tes prompts, requêtes que tu utilises pour interroger l'IA ne servent pas à entraîner le modèle d'un futur GPT-5. Mais en soi, tu as envie aussi que tes concurrents, eux, ça apprennent parce que ça t'aide aussi. Donc en vrai, théoriquement, ça emmène tout le monde vers le haut. Voilà, mais c'est un vrai sujet. Et tu as un deuxième point que les gens commencent à se poser. Ces moteurs étant dans le cloud, mais tu as commencé à y répondre dans la première émission en parlant d'NVIDIA, c'est la sécurité. Tous ces transits cloud, on va passer de juste des échanges de données à des concepts et des idées et des générations de code qui transitent de cette façon-là et qui sont hébergés. Et ça, il y a une vraie question de sécurité. Nous, en tant qu'IT, on a des réponses. Sur la sécurité, on peut imaginer, il y a eu les annonces de Copilot sécurité, que à l'inverse, tu es demain des IA qui vérifient à peu près ton code et qui évitent d'éventuelles on va avoir des IA qui bossent avec des IA. Oui. Par contre, moi, ça m'évoque quand même quelque chose, Romain, c'est qu'on constate aussi, si on prend le cas de GitHub Copilot, que des fois, ça te sort de code qui sont compréhensibles. Tu comprends pourquoi il l'a construit, c'est-à-dire que c'est comme si tu faisais une phrase en français qui veut rien dire, mais tu as bien sujet, verbe, complément, et tu dis, bah oui, c'est une phrase française, mais elle ne veut rien dire. Et là, ce que constatent les équipes, des fois, c'est de dire, attends, ça, la fonction n'existe pas. Il l'a créée, elle fait sens. Elle pourrait vouloir dire quelque chose, mais elle n'existe pas. Donc, est-ce que demain, on risque pas aussi d'avoir ces fameux citizen dev, donc ces personnes non techniques qui utilisent le low-code, bloquées à ne pas comprendre, parce que n'ayant pas justement ce savoir qui permet de dire, mais en fait, là, il me l'a complètement à l'envers, comme on dit. Mais Pour t'apporter des éléments de réponse, déjà, il y en a un dans mon discours, j'ai principalement parlé au futur. Je ne considère pas parler au présent. Beaucoup de gens disent maintenant, tout de suite, c'est la fin. Non. Moi, je veux parler sur des futurs courts, moyen terme. On va y arriver. Et le deuxième sujet que j'ai commencé à évoquer, qu'on en parlera plus dans une autre émission, c'est la Fusion Team. C'est que pour moi, c'est qu'il faut faire fusionner les métiers, les non-techniques, les citizen dev, avec les pro-dev, les IT pro, où tout le monde doit apprendre à mieux collaborer ensemble et à produire ensemble. Cette logique existe déjà dans d'autres métiers que l'informatique depuis très longtemps. Là. Quand je t'écoute, Romain, je suis en train de me dire pas l'écosystème Microsoft parle pas le franglais qu'on utilise, c'est monstrueux comme échange. C'est pour ça que j'essaye d'expliquer. Justement, j'explique derrière. Fusion Team et l'IT Pro, là, t'es purement. C'est pour ça que la Fusion Team, j'ai expliqué derrière, justement, c'était ce concept. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Même si les cabinets comme Gartner estiment que les entreprises les plus en avance en IT iront vers le Fusion Team généralisé depuis 2025 et les plus retardataires devront y être en 2030. Maintenant, c'est vrai, cette notion de mélanger des gens qui ont différents profils, différentes compétences techniques et non techniques dans un même domaine d'activité, c'est ce qu'on vise. Alors, nous, c'est ce qu'on vise. Mais on l'entend, nous, on le voit de plus en plus qu'on va moins tendre vers des techniques pour prendre des gens qui ont un côté fonctionnel bien plus puissant, parce qu'en fait, le fonctionnel, c'est plus dur à apprendre.
avec l'expérience que un outil comme moi Power BI que tu peux monter en Mais compétence. ça ne retire pas l'expertise pro derrière. Le truc, c'est que par contre, les deux doivent rentrer en temps. Il faut savoir que cette notion qui a l'air neuve pour la population informaticienne, en vrai, quand on cherche un petit peu, ça existe dans plein d'autres métiers depuis très longtemps. Les équipes les équipes Fusion Team à qui on donne ça va très vite, mais on en parlera beaucoup plus une autre fois. Je pense que c'est un sujet complet. On pourrait passer pas mal de temps sur la Fusion Team.